Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Olivier Soumami, spécialiste du management interculturel, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que je prépare des expatriés à la culture mexicaine et je leur explique comment s'adapter à la culture mexicaine quand ils arrivent pour prendre leur fonction de directeur financier, marketing ou le CEO, le directeur général, etc. Euh, donc aujourd'hui, je vais continuer ma série de vidéos sur la culture mexicaine, mais aujourd'hui je vais l'aborder d'une autre façon. Je vais parler de l'histoire. Alors pas l'histoire pour l'histoire, parce que déjà je ne suis pas historien, je ne suis pas un spécialiste vraiment de l'histoire, mais par contre, ce qui est vrai pour les Mexicains, c'est vrai pour n'importe quel pays du monde, c'est-à-dire pour bien comprendre les gens d'un pays, il faut connaître un petit peu de leur histoire. Et pourquoi il faut connaître un peu de l'histoire pour comprendre les gens d'aujourd'hui? On va parler des Mexicains de 2022, mais on va également parler des Aztèques. Alors pour la zone centrale du Mexique, parce que le Mexique est un grand pays et il y a plein de pays, il y a plein de Mexiques différents dans le Mexique. Et culturellement également, hein. Les gens du Nord ne sont pas tout à fait les mêmes que les gens du Sud. Mais on va parler donc de cet empire aztèque et je vais faire des liens entre les caractéristiques de la société aztèque sur ce que sont les Mexicains d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais radicalement différents de nos ancêtres. Nous sommes tous une longue et lente évolution alors dans le cas des Mexicains, de la société aztèque jusqu'à nos jours. Donc en fait, pour les Mexicains, en fait, ce sont des valeurs, ce sont des comportements, voire même des croyances qui se transmettent de génération en génération, qui se transmettent de siècle en siècle. Pour le Mexique, de millénaire en millénaire, hein, c'est un pays qui a beaucoup d'histoire, le Mexique, et qui arrive jusqu'à nous. Alors bien évidemment, toutes ces valeurs, ces codes, ces normes culturelles, dans le temps évoluent, hein, mais il y a quand même des liens qu'on peut faire et qu'on va retrouver aujourd'hui. Alors ce qui est vrai pour les Mexicains, c'est vrai pour les Français, hein. Nous ne sommes pas, les Français, nous ne sommes pas radicalement différents de nos ancêtres les Gaulois. Nous sommes une longue et lente évolution des Gaulois jusqu'à nous. Et c'est pareil pour n'importe quel autre pays, d'accord? Je pourrais prendre comme exemple, alors vous allez me dire, c'est pas très scientifique, mais par exemple, si vous prenez Astérix et Obélix, alors, je sais, c'est une bande dessinée, c'est pas un livre d'histoire, mais malgré tout, on va retrouver dans ce petit village qui résiste aux Romains, ce petit village gaulois, entre les Gaulois, entre les habitants de ce village, eh bien, on va retrouver des traits de la société française d'aujourd'hui. Alors, par exemple, ils sont jamais d'accord entre eux, ils sont toujours en train de se battre les uns contre les autres, mais quand les Romains arrivent, ils sont tous unis et ils vont tous lutter contre les Romains. D'accord? Bon, ça, c'est des traits qu'on retrouve aujourd'hui dans la société française. On n'est jamais d'accord entre nous, on est tout le temps en train de râler, de se plaindre, ça va jamais, etc. Mais quand il y a une réforme qui arrive d'un gouvernement, quel qu'il soit, là, on va être tous unis, on ne sera pas d'accord avec la réforme, parce que c'est un changement, et nous, Français, on est résistants au changement. Et là, on va être tous dans la rue à bloquer la réforme, etc. D'accord? Pour celles et ceux qui ont vu la série Viking, par exemple, sur Netflix, eh bien, alors là aussi, c'est juste une série, c'est pas un documentaire historique. Mais ce sont des séries qui sont quand même très bien documentées et on apprend beaucoup sur la société viking, de l'époque des Vikings. Alors, déjà, on sait que c'était des clans. Et quand ils allaient à la guerre, quand ils allaient à une bataille, les hommes et les femmes allaient ensemble à la guerre. C'est-à-dire que les femmes, elles prenaient aussi leurs haches ou leurs épées, elles avaient aussi leurs boucliers, et elles allaient se battre avec les hommes et comme les hommes. Donc il n'y avait pas de différence d'activité selon le sexe, comme dans beaucoup d'autres sociétés, ou par exemple dans les autres pays européens de l'époque, la guerre c'était une histoire d'hommes, c'était pas une histoire de femmes. Et puis chez les Vikings, quand il y avait une reine d'un clan, et ben cette reine, elle avait un vrai pouvoir de reine, c'est-à-dire que les hommes la suivaient, l'écoutaient et la suivaient. Dans les autres pays européens, il y avait aussi des reines, mais la reine n'était que l'épouse du roi, et celui qui avait le pouvoir, c'était le roi, et celui qui allait à la guerre, c'était le roi avec ses hommes. Donc, ces caractéristiques de la société viking, on les retrouve aujourd'hui dans les sociétés suédoises, finlandaises, norvégiennes, là où avait été la zone des Vikings, où ce sont les pays où il y a le plus d'équité entre hommes et femmes. Un couple a un bébé, l'homme peut prendre 3 mois de vacances, enfin pas de vacances, mais 3 mois pour être avec son bébé.
et il ne sera pas mal vu, mal jugé par la société, puisque c'est complètement normal. Il n'y a pas un rôle social selon le sexe, d'accord, comme dans d'autres pays. Si vous prenez les films sur les samouraïs, donc la culture japonaise, donc là aussi, ce ne sont que des films, mais ce sont là aussi bien documentés et on apprend beaucoup sur la société japonaise du XVIIe siècle, etc. Et donc là, on voit toute la soumission. Il y avait le maître, le maître, et puis les samouraïs qui étaient à son service. Mais quand le maître mourait, les samouraïs se faisaient harakiri, ils devaient mourir avec le maître. Donc là, c'est la soumission suprême, ce qui va jusqu'à se faire harakiri. Donc on est dans une société d'extrême soumission, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans la culture japonaise d'aujourd'hui, du XXIe siècle, où c'est une société où il y a le rapport chef-subordonné, le subordonné obéit, point. Il n'y a pas d'autre alternative. Et puis c'est une société où la femme, dans un environnement professionnel, c'est la secrétaire, c'est l'assistante, elle sert le café, elle fait les photocopies, mais c'est difficile pour les femmes, bien que ça soit en train d'évoluer, bien évidemment, mais c'est quand même, on sent que c'est lent. C'est une société très, on pourrait dire, machiste, où l'homme a le pouvoir, mais ça vient de l'histoire. Donc voilà, ça c'est pour brosser le tableau. Alors maintenant, on va essayer de comprendre cette société mexicaine et comment fonctionnait la société aztèque et quels sont les traits, quelques-uns des traits de la société aztèque qu'on retrouve aujourd'hui chez le Mexicain de 2022, du 21e siècle. Donc moi j'ai accès, par mon métier, je suis en contact avec des chercheurs en sociologie, en psychologie, en anthropologie, en sociopsychologie, en histoire de la UNAM. Il y a des études, enfin eux font des études, c'est leur thème, et moi j'ai accès à ces études. Donc je vais vous lire certaines caractéristiques de la société aztèque, et je vais faire le lien avec le comportement, le mode de fonctionnement des Mexicains d'aujourd'hui, juste pour comprendre. En fait, ça nous permet de comprendre les pourquoi profonds, que même les Mexicains ne savent pas. Mais pourquoi les Mexicains sont comme ils sont? Eh bien, ça vient de très loin, ça vient d'il y a 500 ans, et donc là, on est dans le moi profond qui vient de l'histoire. D'accord? Donc ça permet d'avoir une vision plus profonde, plus fine des Mexicains, les comprendre le mieux possible, en fait. D'accord? Donc je vais vous lire certains passages et je vais argumenter autour de ces passages. Alors, les études, elles sont en espagnol, mais je vais traduire en même temps. Donc les traits culturels, certains traits culturels de la société aztèque. Donc une société fortement hiérarchisée. En haut de la pyramide, les nobles, les guerriers et les prêtres. Et tout en haut de la pyramide, le Tlatoani. Et le Tlatoani, on pourrait dire que c'est un empereur dictateur qui est tout en haut de la pyramide. Donc Tlatoani, c'est le mot nahuatl. Donc le nahuatl, c'est la langue des Aztèques qui se parle toujours. Hein. Aujourd'hui, il y a encore sur cette zone centrale du Mexique des indigènes qui parlent le nahuatl. Et donc le Tlatoani, c'est un empereur dictateur qui a le pouvoir divin. Donc, fils de Dieu, pouvoir divin, on ne peut pas le remettre en cause. On dit oui à tout ce qu'il veut et à tout ce qu'il dit. Et donc, on est déjà dans une société, la société aztèque, qui a existé des milliers d'années avant que les Espagnols arrivent. On était déjà dans une société extrêmement hiérarchisée. Ceux qui étaient tout en bas n'avaient bien sûr ni vote ni voix, ni voix ni vote. Ils étaient là ils étaient totalement soumis et ils étaient là pour obéir aux ordres et faire. Ils n'étaient pas esclaves, hein, ils faisaient partie de la société. La société aztèque était une société extrêmement organisée et très bien organisée, mais c'est clair que ceux qui étaient en bas n'étaient là que pour obéir et pour faire tous les travaux qu'il fallait faire. Donc, quand on parle de ce thème-là avec les Mexicains, tout de suite, les Mexicains, ils vont vous dire, bah oui, mais bon, les Espagnols sont arrivés, ils nous ont dominés et ils nous ont rendus esclaves. Donc, ce côté soumission qu'a le Mexicain aujourd'hui, pour les Mexicains, bah, ça vient des Espagnols. Alors, c'est vrai que les Espagnols, on va dire qu'ils ont remis une couche, mais ils ont remis une couche sur ce qui était déjà existant. C'est-à-dire que avant les Espagnols, pendant des millénaires, toutes ces sociétés préhispaniques
étaient des sociétés extrêmement hiérarchisées où il y avait beaucoup de soumission. Donc ça, pour ceux qui vont travailler aujourd'hui, qui travaillent et qui vont travailler dans les entreprises mexicaines ou avec des Mexicains, vous allez être confronté à ce côté assez soumission, à ce côté, d'ailleurs, moi, tous les expatriés, et croyez-moi que j'en prépare beaucoup, tous les expatriés étrangers se plaignent du côté peu proactif des Mexicains, prennent pas d'initiative. Le Mexicain, dans son ADN, on va dire, dans ses croyances, mais inconscient, parce que tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est totalement inconscient. Mais le subordonné, c'est un exécutant. Il n'est pas là pour prendre des initiatives, il n'est pas là pour proposer, c'est un exécutant. Alors, en même temps, ce que je suis en train d'expliquer, c'est en train de changer. La société mexicaine, elle est en train de changer avec les millennials, qui eux sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus proactifs. Ils ont des choses à proposer, ils ont envie de les proposer. Donc c'est une société qui est en train d'évoluer, qui est en train de se, entre guillemets, personnellement je dirais, qui est en train de se moderniser. Mais on est dans une société où ça évolue, mais la tendance, pour l'instant, c'est j'attends que le chef me dise ce que je dois faire et je le fais. C'est un très bon exécutant. Souvent les Mexicains vont me dire mais attends, moi je suis pas payé pour prendre des décisions, c'est au chef de prendre les décisions. C'est-à-dire que le Mexicain, il va pas faire de propositions, c'est pas une force de proposition. Alors bien sûr, hein, tout ce que je dis, ce n'est jamais vrai à 100%, bien évidemment, mais moi je parle toujours de cette tendance culturelle. D'accord. Bien évidemment qu'il y a des Mexicains qui sont très proactifs, qui prennent des initiatives, qui prennent des décisions, il y en a. Mais si on parle d'une tendance culturelle, beaucoup moins. D'accord. Le Mexicain, il attend que le chef lui dise ce qu'il doit faire, et il fait. D'accord. Donc ça vient déjà de ce côté très soumission face aux puissants. D'accord. Soumission face aux puissants. Autre point, autre caractéristique de la société mexicaine, une mentalité poétique, symbolique, mystique, flexible, glissante. Ces raisonnements ne paraissent pas avoir une ligne logique. Ils étaient plus près du monde des rêves que des traités de philosophie ou des sciences naturelles. Alors pourquoi on parle des traités de philosophie ou des sciences naturelles? C'est qu'au même moment en Europe, c'est l'époque où émergent les philosophies de la lumière. Les conquérants qui sont partis alors en Afrique, en Amérique latine, en Asie, ont fait monter alors sur leur bateau des scientifiques qui partaient pour découvrir une nouvelle flore, faune, etc. Donc on était dans un monde qui devenait, on sortait de l'obscurantisme. D'accord. Avec la Révolution française, on est sorti de l'obscurantisme pour rentrer dans les Lumières. Et les Lumières, c'était justement parce que différence entre cette philosophie des Lumières et ce qu'il y avait avant. Avant, c'était la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire sans remettre en question. Tu poses pas de questions, c'est écrit dans le livre, et donc tu dois avoir la foi. Ok. Maintenant, la philosophie des Lumières, c'est quoi? C'est remettre en cause. Ne pas croire les dogmes, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient religieux. Celui qui te dit quelque chose, il doit te le démontrer. Tu crois ce qui est prouvé, ce qui est démontré. D'accord? C'est un peu ça, on va dire, en schématisant, les philosophies des Lumières, de Rousseau, de Voltaire, etc. C'est-à-dire que nous, en Europe, on rentrait dans un monde qui était beaucoup plus carré et scientifique. Il faut démontrer, il faut prouver, ce qu'est le monde scientifique d'aujourd'hui. Les sciences naturelles, découvrir la flore, la faune, on s'intéresse, on a un côté très scientifique, d'accord. Là où eux, les Aztèques étaient dans un monde plutôt imaginaire, mystique, les croyances, les dieux, etc. Donc là, c'est la rencontre de deux mondes complètement différents, opposés même, d'accord. Mais ce côté symbolique, mystique, flexible, etc., on peut le retrouver aujourd'hui dans les mentalités mexicaines. Là, surtout pour les Français, nous, par exemple, Descartes, il nous a imposé la logique. Ce qui est pas logique n'est pas possible, pratiquement. Alors que vous vous rendez compte, en vivant au Mexique, ici, les croyances, les Mexicains sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts sur des choses qui, à nous paraissent totalement irrationnelles. Il faut que ça soit rationnel, il faut que ça soit logique. Nous, on est dans un monde, prenez conscience, hein, on est extrêmement carré, logique dans nos têtes, mais en vivant au Mexique, on est dans un monde où tout est possible.
Et les Mexicains, ils sont ouverts à tout. Et nous, ça nous coûte plus de rentrer dans ce monde, etc. Donc, d'un point de vue professionnel, ça peut générer des problèmes et ça les génère, pardon, parce que justement, pour nous, pour nous Français, ces vidéos, c'est pour les francophones, on va dire, mais accès français quand même. Ce côté manque de logique peut être un problème. Même, je dis toujours aux expatriés, ne cherchez pas toujours la logique dans la façon dont ils ont fait les choses, parce que si on cherche où est la logique, on rentre dans le monde d'Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire que, clairement, les Mexicains n'ont pas la même logique que nous. Nous, on a une logique très carrée, très Descartes. D'accord? C'est la base de notre culture, c'est ça, depuis la Révolution. Ici, les choses sont beaucoup plus flexibles. Nous, on est dans un monde très rigide. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mexicain, enfin moi, à chaque fois que j'ai un Français qui me dit ça, je lui dis, ouh là là, attends, ici au Mexique, ça risque d'être forcément autrement. Donc, il faut être flexible pour survivre au Mexique, parce que tout n'est pas logique. Mais les choses se font quand même, à leur façon, pas forcément à la nôtre. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut dire que c'est différent, d'accord? Donc il faut accepter que les choses, bah oui, ils les font différemment. Alors souvent, malgré tout, leur façon de faire, c'est plus compliqué, c'est plus long. C'est pour ça que les choses se font d'une façon plus lente. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a encore de ces traits, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir après, la relation à Dieu, à la religion, ça change. Nous, Dieu, bon, ça, voilà, c'était l'époque de nos grands-parents. C'est moins l'époque d'aujourd'hui, bien qu'il y ait des jeunes qui croient en Dieu et je ne remets pas ça en cause. Mais nous, voilà, on est dans un monde, ce que tu me dis, il faut que tu me le démontres si tu veux que je le croie. Sinon, je ne le crois pas. D'accord? Donc, autre trait culturel de cette société aztèque, l'homme est au service des dieux. Donc ça, Dieu, il est omniprésent aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la société mexicaine. Vous allez tout le temps entendre, tous les jours, vous allez entendre si Dios quiere, si Dieu le veut, gracias a Dios, merci à Dieu. Donc ça aussi, cette relation à la religion, ou la relation à Dieu, bah, ça veut dire que, alors, ça c'est des points qu'on verra aussi après, mais c'est des gens qui sont, les Mexicains, fatalistes. Dieu n'était pas avec nous, on n'a pas pu atteindre l'objectif, bah ouais, bah c'est comme ça. Voilà, c'est pas des gens qui contrôlent leur destin. Ils n'ont pas le contrôle de leur vie, c'est si Dieu le veut. Le fameux, qu'on connaît nous peut-être plus en France avec nos relations avec les pays arabes, mais le fameux Inch'Allah, qui est exactement si Dieu le veut, d'accord? Donc, l'humain est au service des dieux, et c'est beaucoup comme ça. Alors ça génère, cette relation, beaucoup de fatalisme. C'est comme ça. On a perdu, tant pis. Voilà, point. Ça ne va pas au-delà. Pour nous, ça va être grave, etc. Eux, bah, c'est Dieu. On ne peut pas lutter contre Dieu. Dieu n'était pas avec nous cette fois-ci, mais si Dieu le veut, la prochaine fois, on y arrivera. D'accord? Donc voilà. Pour la société aztèque, une mentalité théologique, paradoxale et dramatique. Ces trois termes, ces trois mots, théologique, paradoxal et dramatique, ça illustre ce qu'est la société mexicaine d'aujourd'hui. Donc théologique, donc ça on vient de le voir, le côté religieux, donc qui génère du fatalisme, de la résignation, bon voilà, c'est comme ça, tant pis. Le paradoxe, alors on est dans une société de beaucoup de paradoxes, d'ailleurs j'ai fait une vidéo que je vous invite à regarder sur les paradoxes de la société mexicaine. Il y a beaucoup de paradoxes dans la société mexicaine, des choses qu'on voit et qu'on se dit mais pourquoi ils font ça comme ça, pourquoi, enfin pour nous c'est complètement différent. Et puis dramatique, donc là les Mexicains aiment le show, dans la culture mexicaine il y a la souffrance. Si vous écoutez les paroles des chansons, le seul thème dont parlent les chansons, enfin à 99%, c'est l'amour. D'accord? Ce sont des chansons d'amour. Mais à 95%, c'est l'amour impossible. C'est l'amour, t'es parti, je t'aime, t'es parti, mon cœur est brisé. Voilà, il faut souffrir au Mexique. Dans l'inconscient collectif, il y a ce côté souffrance qui est très présent. Ce côté sacrifice,
la vie, c'est pas facile, c'est pas fluide. C'est pas fluide. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose de fluide dans la société mexicaine. C'est toujours, faut se battre, c'est compliqué, c'est pas simple. La vie des Mexicains est pas simple. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais un expatrié espagnol qui me disait, depuis que je vis au Mexique, je me rends compte que les telenovelas, que les Mexicains, ils vivent comme dans leurs telenovelas. Parce que la vie dans les telenovelas, c'est pareil, c'est des histoires insensées, avec des gens qui vont bien, ils ont de l'argent, ils ont une belle maison, ils ont des belles voitures, leurs femmes sont belles, les hommes sont beaux aussi, mais c'est des histoires pas possibles. Donc voilà, c'est pas un hasard si ce sont les Mexicains qui ont inventé les telenovelas. Tout est compliqué, c'est des nœuds partout, c'est pas fluide. C'est encore une fois aussi, hein, le Mexique, c'est une société, il faut faire attention parce que y a, entre ce qui est projeté et la réalité derrière le masque, comme disait Octavio Paz, c'est pas forcément la même chose. Donc ces mentalités, donc le drame, et que vous allez retrouver pareil dans les entreprises. Quand on est directeur, on doit gérer des drames entre les membres de l'équipe, et ceux qui s'aiment pas, qui se tirent dessus, etc. Donc ce côté théologique, paradoxal, beaucoup de paradoxes. Donc je vous invite encore une fois à regarder la vidéo sur cette société de paradoxes. Et puis le drame, c'est toujours le drame. Et quand on regarde ce qui se passe dans le pays, c'est dramatique. D'accord ? C'est tout ce qu'on peut voir. Vous regardez une semaine le journal télévisé, enfin de Televisa ou d'une autre chaîne, c'est dramatique. Donc le drame, c'est partie de la vie et c'est partie de l'ADN également de la culture mexicaine. On revient à la culture aztèque. Donc une attitude fataliste, dépendante, résignée. La littérature nahuatl disait « Les gens communs de la terre sont les plus domestiques du monde et les plus soumis à leurs princes et aux chefs. Donc voilà, ce côté fataliste, ça veut dire que les Mexicains, ce ne sont pas des guerriers, ils n'ont pas la niaque, c'est si Dieu le veut. Ça, c'est la religion qui génère ça, qui génère ce côté fataliste. Tant pis, mi modo, comme ils disent, d'accord, mi modo. Donc dépendant, résigné. Et donc voilà, déjà à l'époque des Aztèques, les puissants disaient les gens communs de la terre sont les plus domestiques du monde et les plus sujets à leurs princes. Donc ça, on le retrouve encore aujourd'hui, ce côté soumission face aux puissants, le chef. Ça commence par le chef et voilà, il y a ce côté soumis qu'on retrouve aujourd'hui dans la société mexicaine. Alors bien sûr, pas tous, on est bien d'accord, hein, mais c'est quand même une grosse tendance. Et pour terminer, l'homme était vu comme sujet de la bonne ou mauvaise chance, mais jamais comme l'architecte de son propre destin. Donc ça rejoint encore une fois cette relation à Dieu, à la religion, c'est-à-dire que ce qui se passe dans ma vie, c'est si Dieu le veut, et c'est pour ça que les Mexicains, ils sont tout le temps en train de remercier Dieu. Gracias a Dios. Si c'est pudo, gracias a Dios. D'accord ? On a pu le faire, mais c'est pas grâce à eux, c'est grâce à Dieu. D'accord ? Si je compare avec les cultures anglo-saxonnes, avec les États-Unis, aux États-Unis, ce qui m'arrive dans ma vie, c'est grâce à moi ou à cause de moi. Mais ici, non, c'est Dieu qui fait la différence. D'accord ? Donc, le Mexicain, il n'a pas le contrôle de son destin, mais ça, dans l'entreprise, ça veut dire que ce n'est pas des combattants, ils n'ont pas la niaque, comme on dirait en France, parce que ce n'est pas eux qui décident. C'est vraiment pas eux qui décident. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo. J'espère que ça vous ouvrira des perspectives. Mettez vos commentaires en bas de la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous recevrez toutes les semaines la nouvelle vidéo. Et puis, pour recevoir les notifications, cliquez sur la petite cloche. Et comme ça, vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos. Bon, j'espère, celle-là, elle est un peu différente. Mais j'espère qu'elle vous ouvrira un peu l'esprit sur mieux comprendre les Mexicains en profondeur. Là, on est dans le moi profond, on est dans l'inconscient collectif. Hein. Ce sont des choses, les Mexicains, ils n'en sont pas conscients. Mais là, encore une fois, hein, tout ça, ça s'appuie sur des études faites par des scientifiques sur les différents thèmes
en sociologie, psychologie, histoire, anthropologie, sociopsychologie, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. Écoutez, merci, bonne semaine à vous tous et à bientôt. Bye.